Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais essayer d'inscrire ma réflexion dans l'imagination du jour d'après, hein. Ma crainte principale, c'est le risque que, à la sortie de cette crise, on recommence exactement comme avant, voire encore pire, et notamment qu'on redéveloppe notre addiction à la croissance. Puisqu'on commence à dire qu'on est en train de perdre 3 points de PIB par mois de confinement. Et donc, à mon avis, on va avoir un grand retour du fétichisme du PIB. On va nous dire qu'il faut absolument retrouver des points de PIB. Peut-être vous vous souvenez que Sarkozy avait dit qu'il fallait aller chercher la croissance avec les dents. Et donc, ma crainte, c'est qu'on fasse une relance brune. Une relance brune, ça veut dire on fait un plan de relance qui va refaire exploser, s'il le fallait, les émissions de CO2. Donc évidemment, ça serait une catastrophe absolue. Pour moi, cette crise, c'est un coup de semonce qui montre l'impréparation de nos sociétés, qui montre leur désorganisation. Et évidemment, les manifestations de la crise écologique, elles risquent d'être beaucoup plus sévères. Donc, en fait, ma thèse, qui est finalement pas très originale, c'est-à-dire que il me semble que tout ce qu'on disait d'original jusqu'ici est complètement rattrapé, c'est fou, c'est qu'on pourrait faire de cette situation vraiment une occasion de bifurquer radicalement. Moi, j'emploie pour décrire cette bifurcation radicale depuis longtemps le terme de reconversion écologique. Dans reconversion, il y a l'idée qu'il faut un changement, y compris de nos représentations, hein, c'est-à-dire que bien sûr, il faut un investissement massif dans la transition écologique, les énergies renouvelables, la rénovation thermique des bâtiments et tout ce qu'on veut, mais il faut aussi un changement de nos représentations, notamment du rapport entre humain et nature. Il faut faire un tri dans la modernité. Il faut mettre à la place du rapport de conquête et d'exploitation qui s'est mis en place depuis la modernité, un rapport de prendre soin, c'est-à-dire étendre le paradigme du care à l'ensemble de la nature, et donc réussir à changer nos représentations et nos conventions. Parmi les conventions les plus importantes, il y a le produit intérieur brut, ce qui est l'indicateur majeur de la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, elle est aujourd'hui absolument universelle. C'est une grammaire universelle qui nous permet d'interpréter le monde et de piloter en quelque sorte nos actions individuelles, nos actions publiques. Et ça fait très longtemps que je travaille sur ce PIB, qui est finalement récent, hein. Il a été vraiment inventé autour de la Seconde Guerre mondiale pour accompagner la reconstruction, la production. Et bien ce produit intérieur brut, qui s'est stabilisé dans les années 70, qui est devenu une norme absolument universelle. C'est une des seules normes absolument universelles, le système de comptabilité nationale. Par construction, ce PIB, c'est une convention qui occulte les dégâts, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une augmentation de la valeur ajoutée sans jamais que l'on voit avec nos yeux la dégradation de nos patrimoines naturels et du patrimoine social, hein, puisque c'est un indicateur de flux et pas un indicateur de stock. Donc, tous nos patrimoines critiques, on ne voit pas leur dégradation. Alors, ça avait été signalé très tôt, hein, dès les années 70, par le rapport Meadows notamment. Je voudrais juste rappeler que ce rapport Meadows, qui parlait des limites de la croissance, il va être considérablement critiqué par l'économiste William Nordhaus, qui va dire que tout ça, c'est nul, c'est à jeter. Donc Nordhaus, je pense, nous a fait perdre 50 ans dans la prise en compte des dégâts de la croissance. Et donc cette norme, elle s'est imposée à nous, elle structure nos représentations et on n'arrive pas à la faire bouger. Peut-être vous souvenez-vous qu'en 2008, Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, a réuni une commission, la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi, qui était censée réfléchir sur les limites du produit intérieur et qui n'a finalement rien sorti. Au moment de la réunion de cette commission Stiglitz, avec un certain nombre de collègues dont nous partagions, on partageait les mêmes idées sur la nécessité d'une société de post-croissance, on a créé un réseau qui s'appelle le Forum pour d'autres indicateurs de richesse. Et on a essayé d'une part de critiquer ce que faisait la commission Stiglitz et nous de porter l'idée qu'il fallait d'autres indicateurs de richesse. C'est-à-dire essayer de compléter
ou de mettre à la place du produit intérieur brut d'autres indicateurs qui nous indiqueraient mieux ce que c'est que la vraie richesse de nos sociétés, ce qui compte pour nos sociétés. Je crois qu'on peut dire que c'est engagé depuis ce temps-là une bataille mondiale pour savoir qui va produire les futurs indicateurs de richesse. Parce que si vous produisez les indicateurs de richesse, vous produisez la représentation future de la société. Vous produisez la grammaire de la société future. Alors, la commission Stiglitz, elle avait notamment hésité à proposer un indicateur qui avait été construit par la Banque mondiale, une institution internationale, la Banque mondiale en 2006, qui avait proposé un indicateur qui s'appelle l'épargne nette ajustée. Cette épargne nette ajustée, elle consiste à faire la somme du capital économique, du capital naturel et du capital humain. Vous valorisez tout ça, vous faites la somme, vous secouez, et si d'une année sur l'autre, vous avez une augmentation, c'est bon. Et vous voyez bien le problème que pose cet indicateur, hein, c'est qu'il monétarise tout. Donc, capital humain égale année d'études fois salaire. Capital naturel, vous le monétarisez. Et surtout, c'est un indicateur qui prête le flanc à la soutenabilité faible, puisque, en gros, hein, philosophiquement, si on se représente ce truc, ça veut dire que vous acceptez une destruction du capital naturel si vous avez plus de capital humain. Ça veut dire philosophiquement que votre génie humain va être capable de construire un monde artificiel qui nous donnera autant de sensations, autant de satisfaction que le monde naturel. Donc, il y a un projet complètement fou derrière. Alors, nous, nos propositions, quand je dis nous, c'est par exemple des gens comme Jean Gadret ou Florence Jany-Catrice, avec qui on a beaucoup écrit sur ces questions. Par exemple, Jean Gadret a écrit « Adieu à la croissance », avec Florence Jany-Catrice, on a écrit « Faut-il attendre la croissance », etc. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt quelques grands indicateurs, notamment l'empreinte carbone. Ça veut dire qu'à la place d'une mesure monétaire de flux, le PIB, on adopterait une mesure carbone. La métrique, ça deviendrait le carbone, l'empreinte carbone. Et elle est très intéressante, cette métrique, parce que comme le PIB, c'est une métrique qui permet du micro et du macro. C'est-à-dire, vous pouvez calculer l'empreinte carbone des individus, des organisations, des nations. Et l'empreinte carbone, ça vous permet d'organiser une forme de rationnement, et de rationnement qu'on voudrait égalitaire. C'est pour ça que notre deuxième indicateur, c'est ma collègue Florence Jany-Catrice qui l'a construit avec des collègues. L'autre indicateur, c'est l'indice de santé sociale. C'est un indicateur qui prend en compte les conditions de travail, de revenus, etc. Et en gros, qui nous donne une image des inégalités. Et si vous voulez, nous, notre idée, c'est d'enserrer le PIB dans l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de société post-croissance. En quelque sorte, on relativise complètement l'importance du PIB, on se fiche complètement du PIB, on se dit que ce qui est important, c'est la satisfaction des besoins sociaux en respectant des limites strictes de l'empreinte carbone et en le faisant dans le respect de l'égalité sociale. Et on pense que ces deux indicateurs pourraient être susceptibles de guider vraiment nos politiques publiques et nos comportements. Pour terminer, si j'imagine ce monde d'après à l'aide de ces indicateurs, j'imagine, comme ça se dit beaucoup en ce moment, une très forte rupture avec la division internationale du travail actuelle, une relocalisation de nos productions. Et pour ce qui concerne l'emploi et le travail, je pense que cette relocalisation peut être très intéressante parce que si on imagine des territoires autosuffisants, notamment en termes d'alimentation, un peu les biorégions à la Cochet, il me semble qu'on peut atteindre un triple dividende. Petit 1, sauvegarder des conditions de vie authentiquement humaines sur Terre, c'est le dividende 1. Le dividende 2, c'est créer beaucoup d'emplois. Je pense que cette reconversion écologique, elle peut permettre de créer énormément d'emplois, des emplois sans doute un peu différents de ceux d'aujourd'hui, notamment des emplois peut-être moins complexe, plus manuel et plus situé dans le secteur primaire et secondaire. Ça veut dire plus d'effectifs dans l'agriculture, plus d'effectifs dans l'industrie, avec des filières de reconversion, de réparation, de recyclage. Et troisième dividende, si on est suffisamment malin, pour imaginer de nouvelles organisations du travail, plus démocratiques, plus courtes, peut-être plus artisanales. Et donc, voilà, mon idée, c'est 2 nouveaux indicateurs et un triple dividende.
Merci, merci beaucoup. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions dans la petite fenêtre de chat, donc accessible avec le bouton converser. Ah bah bon, il y a déjà des questions. Donc à tous, en cliquant sur converser, voilà, dans le chat conversation de groupe Zoom, vous pouvez poser vos questions. Alors, j'ai une première question. Dominique, pouvez-vous en dire plus sur comment les nouveaux indicateurs transformeraient les comportements économiques, ou est-ce que vous pourriez donner des exemples? Oui, je pense que l'empreinte carbone, on pourrait s'en servir comme d'un outil d'organisation d'un véritable rationnement, c'est-à-dire on pourrait dire que nous avons droit en France et dans les différents pays à X tonnes de CO2. On pourrait le répartir entre les organisations et les individus. Je pense qu'on est obligé d'en venir là si on veut aller assez vite, puisqu'on a très peu de temps, on a une dizaine d'années. Donc, l'utiliser comme un outil de rationnement permettant de distribuer des quotas de carbone à chaque personne et chaque institution. Et l'indice de santé sociale, il permet justement de faire cette répartition de la manière la plus égalitaire possible. Et je trouve que cette affaire de rationnement, elle est très intéressante parce qu'aujourd'hui, ce sont les plus riches qui émettent le plus de CO2. Et donc, les taxes ne serviront à rien parce que les riches, ça ne les arrêtera pas de produire du CO2. Alors que cet outil-là, c'est un vrai outil de rationnement qui permet de traiter exactement de la même manière les riches et les pauvres. Comment envisager que les grandes entreprises et organisations acceptent ces nouveaux paradigmes? Donc, plus généralement, je pense qu'on peut évoquer aussi les obstacles qu'il va y avoir à cette mise en place éventuelle. Les obstacles, ils sont immenses parce que ça consiste quand même à remettre plus ou moins en cause le capitalisme, puisque on met à la place d'un paradigme de la production et du profit un paradigme de la sobriété finalement. Et donc les obstacles, on les a vus se déployer tout au long de nos travaux. Nous, par exemple, chaque fois que de nouveaux indicateurs ont été proposés, parce que pas mal de nouveaux indicateurs ont été proposés au long des années 90. Chaque fois, ils ont été très critiqués, notamment, premièrement, au prétexte que le choix de ces indicateurs serait arbitraire. C'est-à-dire, on a dit, en gros, le PIB, c'est très pratique parce que c'est le prix, donc vous prenez, vous enregistrez en quelque sorte les échanges au prix où ils se font sur le marché, donc on n'a même pas à discuter. Alors que après, si vous voulez prendre d'autres indicateurs et vous dites que tiens, vous allez regarder plutôt ceci ou plutôt cela, plutôt des indicateurs de nature sociale, plutôt des indicateurs de nature physique, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire mais pourquoi est-ce que ce serait ça qui compterait et pas d'autre chose? En gros, ça compte pour toi, ça compte pas pour moi. Donc c'est très difficile de parvenir à faire s'entendre alors tout un pays et évidemment, pire encore, tout un ensemble de nations sur de nouveaux indicateurs. Ça, c'est sur juste la question des indicateurs. Derrière, il y a évidemment la question de la remise en cause de la croissance, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Hein. On fait une double critique à la fois de l'indicateur PIB et de la croissance. Bien sûr que les grandes entreprises n'ont aucun intérêt aujourd'hui à adopter ces indicateurs. Et alors, il y a deux choses. Hein. Il y a la comptabilité nationale et il y a la comptabilité d'entreprise. Il y a pas mal d'auteurs qui réfléchissent sur un changement de la comptabilité d'entreprise. Par exemple, il y a un collègue qui s'appelle Jacques Richard qui lui propose une comptabilité environnementale. Ça veut dire des amortissements. On amortirait les dégâts que l'on ferait à l'environnement pour obliger en quelque sorte l'entreprise à prendre en considération les destructions de capital naturel qu'elle opère. Là encore, c'est assez critiqué parce que cette solution, là encore, elle oblige à monétariser les dommages apportés à l'environnement et tout le monde n'est pas d'accord sur cette manière de faire. Je conclus, les obstacles sont absolument gigantesques. Donc, vous répondez déjà un peu à une question donc, sur la même thématique, sur donc au-delà de la mise en place au sein des entreprises, d'envisager que les entreprises acceptent donc, ces nouveaux indicateurs. Sur quels sont en général les freins humains qui empêcheraient de prendre un chemin de conversion, le chemin de conversion dont vous parlez? Alors là, il y a plein de freins.
Le premier frein, je dirais que c'est presque notre héritage, c'est-à-dire en quelque sorte cette idée que la vocation des êtres humains, ça serait de mettre la nature en coupe réglée. Que ce serait, il y a un très beau livre que je vous recommande de ce point de vue-là. C'est un livre qui a été écrit par un historien américain qui s'appelle Lynn White, L-Y-2-N-W-H-I-T-E, qui est un article au début qui s'appelle « Les racines de notre crise écologique ». Et dans cet article, l'auteur se demande comment il se fait que l'espèce humaine est celle qui est parvenue à souiller son habitat avec la plus grande rapidité. Mais comment ça se fait? Et sa réponse, c'est la faute de la Genèse. Parce que dans la Genèse, Dieu dit aux hommes, dominez et assujettissez la nature. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que tout le mal vient de ce qu'on pourrait appeler l'anthropocène, c'est-à-dire l'espèce de démesure humaine qui fait que nous nous sentons comme la vocation de mettre la nature en coupe réglée. Et toute l'histoire de la modernité, c'est quand même ça. Si vous relisez Descartes, Francis Bacon, etc., il y a l'idée qu'il faut vider la nature de ses puissances magiques, la ramener à de l'étendue et la mettre en coupe réglée. Et des philosophes comme Hegel, par exemple, au XIXe siècle, vont dire qu'il faut détruire la nature pour mettre du spirituel à la place. Donc, vous voyez, on charrie quand même en Occident toute cette histoire-là. Et puis, il y a toute l'histoire du productivisme aussi et du consumérisme, c'est-à-dire que c'est aussi pour nous une manière de nous exprimer et d'avoir du plaisir que de consommer toujours plus et de produire toujours plus. Donc, la production et la consommation, ça a vraiment été des manières pour les êtres humains d'exprimer leur humanité d'une certaine manière. Donc c'est avec ça qu'il faut rompre, puisque ce qu'on veut, c'est quand même passer à des pratiques de sobriété. Ça veut dire qu'il va falloir adopter des comportements, comment dirais-je, réacclimater la limitation, le respect des limites, de la mesure qu'on a complètement oublié. Et puis, vous avez d'autres personnes qui disent que la question, c'est pas l'anthropocène ou bien la folie, un peu la démesure des humains, mais que c'est le capitalisme. Capitalisme qui a débuté au 18e et qui, lui aussi, avait pour objectif, d'une certaine manière, de mettre tout, de rendre tout profitable. Donc, les freins sont immenses parce que ça renvoie à toute notre histoire, ou bien l'histoire humaine considérée comme la vocation humaine de mettre la nature en coupe réglée, ou bien au capitalisme. Et pour rompre avec ça, ça veut dire on doit rompre avec des siècles et des siècles de représentations, d'injonctions, de conventions. Alors, je continue. Donc, on a beaucoup de questions pour vous. Alors, quelques questions un peu plus précises. Alors, une question sur l'empreinte carbone, donc sur vos deux indicateurs. Une question sur l'empreinte carbone. Il y en a une qui demande si le crédit carbone, est-ce qu'il n'existe pas déjà un crédit carbone qu'on pourrait répartir au niveau mondial? Et ensuite, il y a une autre question sur l'indice de santé sociale, donc à savoir de quoi est-ce qu'il est constitué cet indice? D'accord. Alors, sur l'empreinte carbone, si, ça existe déjà, on peut déjà tout à fait la calculer. Nous, notre proposition, c'est de l'adopter, non pas comme un petit machin qu'on regarde de temps en temps, mais de l'adopter comme indicateur majeur. De la même manière qu'aujourd'hui, on a un fétichisme du PIB. Ce qu'on veut, c'est des taux de croissance toujours plus importants, avec l'idée que la croissance, c'est bien parce que ça correspond à plus de production, plus de consommation, plus de revenus. Le verso du PIB, c'est le revenu national. Donc, plus on a un gros PIB, plus on a un gros revenu. Donc, notre idée, c'est de mettre à la place de ce produit intérieur brut notre empreinte carbone. Ça veut dire qu'on change là complètement de repère et d'objectif. Au lieu de vouloir la croissance du PIB, je veux simplement satisfaire les besoins sociaux essentiels sous contrainte de respect de l'empreinte carbone. Alors, peut-être que
ça durera qu'un temps. Par exemple, on pourrait dire que peut-être que ça durera que 50 ans, quand on aura retrouvé, si jamais on retrouve un jour, de nouvelles possibilités. Mais pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est que de la même manière que quand le PIB a été créé en 1945, ce qui importait, c'était d'avoir la plus grosse production matérielle possible, hein. Il s'agissait de produire de l'acier, des voitures, des grosses choses, quoi. Aujourd'hui, ce qui compte, l'important, c'est de ne pas détruire l'environnement dans lequel on se trouve et donc d'adopter comme indicateur majeur l'empreinte carbone. Et puis l'indice de santé sociale, bah, c'est un indice synthétique dans lequel il y a un certain nombre de dimensions. Vous prenez les inégalités de revenus, vous prenez les conditions de travail. Et donc, il y a 8 ou 9 sous-dimensions. Je vous enverrai les papiers si ça vous intéresse, bien sûr, qui sont en quelque sorte synthétisés pour faire un indicateur qui permet donc de suivre, un peu comme les comparaisons interdéciles, quoi, de suivre l'évolution des inégalités. Et donc, ça veut dire que cette entreprise de rationnement et de sobriété, on va la faire en suivant scrupuleusement les inégalités, en essayant en même temps de corriger les inégalités existantes. Alors, je vais vous poser encore quelques questions très générales et puis ensuite, si vous avez le temps de rester un peu plus longtemps avec nous, on essaiera de poser un maximum de questions plus ou moins de détails. Donc, une question, comment prendre en charge le problème de la pauvreté avec la décroissance? Une croissance économique basée sur les valeurs immatérielles et sur des technologies plus respectueuses de l'environnement ne vous semble-t-elle pas possible? Alors, ça, c'est toute la question du partage du fardeau, en quelque sorte, de la répartition de la charge, de la réduction des gaz à effet de serre. Ça fait 20 ans qu'on en discute. Et ça semble évident, étant donné les différences de quantité d'émissions de gaz à effet de serre par personne dans les différents pays, que les personnes les plus modestes on ne doit pas, et les pays les moins développés, en quelque sorte, on doit leur permettre de continuer d'une certaine manière à se développer. Et que la charge de réduction la plus forte va évidemment peser sur les pays développés, les pays occidentaux. Moi, je ne crois pas personnellement, parce que j'ai lu beaucoup de travaux sur la question, je ne crois pas à la croissance verte, c'est-à-dire à la possibilité de découpler les dégradations opérées par la croissance sur l'environnement et la croissance. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de découplage relatif, c'est-à-dire produire une unité de PIB en émettant moins de CO2, mais il y a les affaires d'effet rebond et des choses comme ça qui font que, de toute façon, on ne parvient pas à découpler. Et donc, c'est pour ça que… Alors, on hésite à parler de décroissance. Nous, je pense qu'un jour, il va falloir oser, mais on trouve que c'est un peu… c'est pas très enthousiasmant de parler de décroissance. C'est pour ça qu'on parle de post-croissance, c'est-à-dire l'idée de on s'en fiche. C'est pas notre sujet, le PIB. Peut-être que le PIB augmentera, peut-être qu'il n'augmentera pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'empreinte carbone, les quantités de matière, les flux de matière. Et ça suppose, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça suppose un renouvellement complet des disciplines, par exemple de l'économie. On a une économie aujourd'hui qui est complètement déréalisée, complètement folle, hein, avec un Nordhaus qui peut vous dire que ah bah oui, 6 degrés de plus, c'est pas grave du tout. Donc, une économie qui doit absolument reprendre en considération les flux de matière, un peu comme ce que raconte Tim Jackson dans Prospérité sans croissance. Alors, je vais vous poser une question plus générale pour revenir un peu à nos thématiques ici. Quelles seraient les histoires qu'on pourrait raconter pour activer ce changement de paradigme? Alors, ça, je suis sûre que les histoires qu'on peut raconter, c'est des histoires de combien ce monde d'après serait agréable. Alors, il serait agréable non seulement pour ce qu'on raconte en général, c'est-à-dire l'air serait plus respirable, la qualité de l'eau, les forêts, etc. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est un peu mon tropisme, c'est la question de travail et d'emploi. C'est-à-dire, je pense que dans ce monde, le travail et l'emploi seraient non pas plus agréables qu'aujourd'hui, ça, c'est pas sûr du tout, mais en tout cas,
il y aurait de l'emploi et ça serait des emplois qui seraient beaucoup plus tournés vers la satisfaction des besoins essentiels. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui avec la crise sanitaire, c'est qu'il y a un certain nombre de métiers absolument essentiels. C'est des métiers qui ont rapport avec nos fonctions vitales, se nourrir, se soigner, s'habiller, s'alimenter. Et donc, je pense qu'on aurait un développement de métiers beaucoup plus basiques comme ça sur nos territoires. Et je pense que si on faisait bien tout ça, ça devrait nous permettre de rebâtir complètement et nos territoires et nos villes. Par exemple, si on dit qu'on veut faire une rénovation thermique des bâtiments, si on veut bien la faire, ça coûte 15 milliards par an. Est-ce qu'on va la faire dans des villes telles qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire y compris dans des immeubles pourris où les gens sont malheureux et qui sont de véritables passoires thermiques, ou bien est-ce qu'on ne va pas décider en renouant avec un peu les idées du commissariat général au plan et surtout de la politique industrielle en France et surtout de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on ne va pas décider peut-être d'avoir une réduction de la métropolisation, de vider un peu ces énormes villes et de mieux répartir les gens dans des territoires qui pourraient devenir autosuffisants. Et ça, cette idée de territoire autosuffisant avec des lieux pas très éloignés, lieux de travail, lieux de vie moins éloignés, et des travaux qui finalement sont moins tertiarisés, moins complexes, je disais plus basiques, des menuisiers, des charpentiers, des maçons, des agriculteurs évidemment. Voilà, ça me paraît dans l'imagination quelque chose d'assez agréable. Merci. Alors, d'habitude, on finit vers 19h, mais comme il y a encore beaucoup de questions, si vous êtes tous d'accord de rester encore un peu, je vous propose qu'on continue un peu plus longtemps ce webinaire. Est-ce que c'est bon pour vous, Dominique? Oui. Merci. Alors, on va reprendre donc quelques questions. Alors, une question notamment a été posée sur est-ce que vous pensez que la crise actuelle pourrait pousser à l'application de ces nouveaux indicateurs? Bah oui, j'aimerais beaucoup. Ce matin, j'étais à la matinale de France Culture où j'ai essayé de développer cette idée qui n'est pas du tout évidente, mais qu'on commence quand même à voir dans un certain nombre d'articles. Donc moi, je sens qu'on pourrait faire une mobilisation autour de ça, autour de l'idée que cette crise-là que nous vivons, c'est juste un coup de semonce. C'est juste une alerte. Elle nous montre que la prochaine fois, ça sera vraiment la totale catastrophe. Parce que la prochaine fois, vous le savez aussi bien que moi, ça sera des cyclones, ça sera la destruction du réseau électrique, il n'y aura plus de numérique, ça sera l'élévation du niveau de la mer, ça sera des sécheresses monstrueuses, donc des pénuries alimentaires, etc. Donc ça sera bien plus grave. Ce que nous montre la crise qu'on vit en ce moment, c'est qu'il est encore temps, c'est qu'on est complètement impréparé, et donc il faut absolument se préparer. Et pour se préparer à ça, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, rebooster notre biodiversité, prendre un certain nombre de décisions très lourdes, très lourdes. Je veux dire. Et ça va être super compliqué parce que là, ces points de PIB qu'on a perdus, ils vont vouloir les regagner. Et ils vont vouloir les regagner très vite. Et à mon avis, à la fois en faisant une relance brune, donc, c'est-à-dire exactement comme avait fait Nicolas Sarkozy après la crise de 2009, et on ne va pas avoir l'argent dont on avait besoin et qu'on aurait dû mettre dans la transition écologique. Donc ça va être… La vraie bataille est là. Il faut la préparer maintenant. C'est une bataille sur juste la sortie de crise. Les quelques semaines qui vont précéder et suivre la sortie de crise. Alors, une question sur le rapport que publie l'État français depuis 2015 avec une liste de 10 nouveaux indicateurs de richesse qui rappellent un peu les vôtres. Qu'en pensez-vous? Est-ce que d'après vous, c'est simplement un pur affichage sans conséquence sur les politiques publiques ou quelque chose se passe? Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. C'était Eva Sass qui avait lancé
cela. Elle avait profité d'une niche parlementaire des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, pour pousser cette idée. Ça a été une catastrophe, c'est-à-dire que on lui a mis plein de bâtons dans les roues. Donc, elle avait proposé en effet qu'on discute un rapport sur de nouveaux indicateurs de richesse au même moment qu'on discutait de la loi de finances. Donc, nous, on était super contents, c'était tout à fait notre idée. Mais les 10 indicateurs de richesse en question, elle avait dit quelques indicateurs. Après, c'est le Conseil économique, social et environnemental et France Stratégie qui ont réuni une commission pour définir les 10 nouveaux indicateurs. Et ces 10 nouveaux indicateurs, il y avait des choses pas mal, mais il y avait aussi des choses complètement absurdes. Et finalement, ce n'était pas du tout une manière de se substituer au PIB ou de nous permettre de régler la crise écologique, de prendre à bras le corps la question écologique. C'était, finalement, ça s'est transformé en opération pour améliorer la qualité de la croissance. Parce qu'en fait, tout le monde était resté accroché, attaché à la croissance. Donc, il y a eu un rapport qui était un rapport de com, où on avait par exemple le taux d'emploi et on disait « Oh, regardez, le taux d'emploi, ça va super bien, tout est très joli ». Et ça n'a servi strictement à rien. Donc ça, c'est vraiment l'exemple qui montre l'échec de ce qu'on portait, c'est-à-dire l'idée de promouvoir de nouveaux indicateurs de richesse à la place du PIB. Et c'est très triste. Alors, un petit commentaire aux participants. Je vous invite à ne plus poser de questions, à moins qu'elles soient vraiment pressantes, prégnantes, parce qu'il nous reste encore beaucoup de questions à poser à notre intervenante. Je vous propose une autre question d'une de nos participantes. Il me semble que le problème est aussi le suivant, le financement des services publics qui est effectué grâce aux prélèvements obligatoires qui sont tous indexés sur la croissance. Si la croissance n'est plus l'objectif, comment continuer de financer la vie ensemble ? Je pense qu'il faut procéder, il faut procéder à d'autres types de calculs. C'est-à-dire que ça revient un peu à ce que je racontais sur la construction du produit intérieur brut. Souvent, sauf en ce moment, vous n'avez que des plus dans le produit intérieur brut parce que c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, voilà, vous avez des plus, c'est très bien. Mais vous ne regardez jamais les patrimoines qui vous servent à fabriquer le PIB. Donc, vous ne regardez jamais le coût, en quelque sorte, les destructions et les dégradations que la somme des valeurs ajoutées qui accompagne cette somme des valeurs ajoutées. Et donc, si on faisait un autre mode de calcul, c'est ça que font la plupart des nouveaux indicateurs de richesse. Ils proposent un autre mode de calcul dans lequel on redonne de la valeur à des choses qui disparaissaient complètement et on enlève de la valeur qui est détruite. Par exemple, je pense à un type d'indicateur qui s'appelle l'indicateur de progrès véritable qui avait été proposé dès les années 70. Il consistait à redonner de la valeur à des activités qui sont très importantes pour la société, mais qui comptent pour zéro dans le PIB, par exemple tout le travail domestique, on considère que ça représente à peu près 35% du PIB, le travail domestique, les activités familiales, de loisirs, etc., elles comptent pour zéro. Ça veut dire que quand vous les faites disparaître, ça n'est vu nulle part. Donc, si vous voulez, il faut tout simplement procéder, c'est pas évident, à une autre manière de compter. Ça veut dire donner de la valeur à des choses qui pour l'instant n'en ont pas et soustraire de la valeur alors que souvent on ne fait pas cette opération. Merci pour cette réponse. Sur les indicateurs que vous proposez, à quelle échelle est-ce que vous pensez qu'il faudrait les adopter au niveau de l'entreprise, du pays, de l'Union européenne, plus ? Toutes les échelles, parce que comme le PIB, l'empreinte carbone, c'est un indicateur cumulatif, c'est-à-dire que vous pouvez très bien l'appliquer au niveau d'individus. On regarde votre propre empreinte carbone, d'une entreprise, de la nation et évidemment de façon internationale. Si par exemple on décidait internationalement de se donner pour l'année, par exemple 2020, on dirait voilà, on a le droit de produire X tonnes de CO2 et voilà la répartition qu'on fait. Et du coup, chacun, après, à l'intérieur de chaque pays, on pourrait répartir ça. Ça paraît complètement utopique, mais je ne vois pas comment on peut s'en tirer sans faire ça. Et alors,
concernant l'empreinte carbone, donc cet indicateur existe déjà depuis assez longtemps. Quel est son bilan? Est-ce qu'il n'y a pas eu un détournement de cet indicateur pour lui donner un effet pervers, et quelle serait la prochaine étape prioritaire pour avancer dans la direction que vous évoquez? J'ai pas compris. C'est quoi l'effet pervers? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un détournement, il y a un effet pervers de l'usage de cet indicateur? Je sais qu'il y a eu il y a eu des problèmes sur le marché carbone en Europe, bien sûr, mais là, je ne pense pas à ça. Je pense qu'on peut se servir de cet indicateur juste comme je vous disais, un outil de rationnement, un seuil en fait à ne pas dépasser. Et pour vous, comment on pourrait s'organiser ce rationnement justement? Il y a eu des travaux très intéressants faits par des collègues, notamment une collègue qui s'appelle Mathilde Zouba, qui a travaillé sur l'Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, à un moment, je crois que c'est Tony Blair qui a mis en place un plan de descente d'énergie, en quelque sorte de rationnement dans les communes. Et elle a regardé la manière dont ça se passait. Alors, ça n'a pas duré très, très longtemps, mais elle étudie cet événement, cette situation, et elle regarde comment justement les communautés, les villes, les municipalités se sont saisies de ces obligations pour organiser ce rationnement. Et donc c'est très 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 intéressant. Évidemment, je pense que ça poserait, comme tout rationnement, ça poserait d'énormes problèmes et les gens n'ont pas envie. Les gens n'ont pas envie qu'on les rationne. Mais je ne vois pas tellement les autres solutions. Et les autres solutions type des taxes carbone ou des choses comme ça, on sait qu'elles sont extrêmement inégalitaires. Et que souvent, elles sont contournées. Alors qu'il me semble qu'avec un rationnement de type empreinte carbone, là, on est alors, il faut aussi des sanctions, de réglementation, etc. C'est quelque chose de très particulier. Donc, ça pose des problèmes. Les gens n'aiment pas ça et c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est aujourd'hui la seule solution réaliste si on n'a que 10 ans pour organiser la très, très, très forte réduction d'émissions de gaz à effet de serre à laquelle nous devons consentir. Et donc, plusieurs questions sur les obstacles qu'on pourrait rencontrer, notamment comment promouvoir donc ce que certains dans les questions ont appelé la sobriété dans un monde où les GAFAM dominent l'économie, ou comment contrôler l'influence des lobbies, ou bien même comment donc décroître, même si vous n'utilisez pas spécifiquement ce terme, et réussir à lutter contre d'autres pays qui continueraient justement ce fétichisme du capitalisme et du PIB. Je pense qu'il faut des instances internationales. Si vous repensez à ce que c'est que l'Organisation internationale du travail, qui a été mise en place, comme d'habitude, les grandes choses juste après la Première Guerre mondiale, en 1919, l'Organisation internationale du travail s'était donné comme objectif de lutter contre le dumping social. Et elle disait que si un seul pays dérogeait aux normes internationales, c'était fichu, parce qu'en effet, c'était du dumping social et du coup, tout le monde se sentait exonéré. Donc, je pense qu'il faut des institutions, qu'il faut des normes, que ces normes s'appliquent, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a quelques normes impératives pour l'Organisation internationale du travail, mais il n'y a pas d'autorité mondiale de l'environnement qui édicterait des normes environnementales strictes. Donc, il faut édicter des normes environnementales strictes. Il faut des instances de contrôle et de sanctions. Sinon, vous avez parfaitement raison, si un seul pays ne suit pas, on n'y arrivera pas. Sauf si on se met alors à l'échelle européenne avec une taxe carbone aux frontières et des mécanismes de ce genre. Donc, dans ce cas, les futurs qu'on pourrait imaginer en suivant vos commentaires, tous les pays seraient engagés à appliquer de nouveaux indicateurs. Oui, un peu à l'image de l'accord de Paris, où bon, c'était pas contraignant, mais il y avait bien l'idée qu'on allait essayer de respecter un certain nombre de limites.
Alors, je vais finir avec simplement une question sur est-ce que vous, si ça se fait au niveau territorial, est-ce que vous connaissez des projets pilotes qui seraient initiés en suivant votre logique sur certains territoires? Est-ce que vous avez des exemples plus précis d'expériences éventuelles? Il y a tout ce dont parle Rob Hopkins sur les territoires en transition, les villes en transition, qui est assez intéressant. Et je sais qu'il y a des expériences en cours, en effet, en France, mais comme ça, je risquerais de vous dire des bêtises. Je vous les écrirai plus tôt. D'accord, merci beaucoup. Donc oui, on pourra mettre sur le site les différents éléments et ressources qui ont été cités pendant la conférence si vous voulez y accéder plus tard pour les regarder plus en détail. Alors, deux questions. Qu'est-ce que vous pensez, enfin, que pouvez-vous dire ou qu'est-ce que vous pensez du bonheur national brut au Bhoutan? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familière? Et que pensez-vous du Better Life Index de l'OCDE? Alors oui, je connais les deux parce qu'on a travaillé avec mes collègues sur pratiquement tous les indicateurs alternatifs qui existaient. Bonheur national brut, c'est intéressant. J'ai une collègue, Isabelle Cassirs, qui a beaucoup travaillé dessus, qui dit que c'est intéressant, mais bon, c'est assez controversé. En fait, la construction de l'indicateur est intéressante, mais elle est un petit peu trop... elle penche un petit peu trop vers les aspects un peu subjectifs et c'est la même chose que pour le Better Life Index de l'OCDE, c'est-à-dire que les dimensions environnementales sont très absentes et on est beaucoup sur du subjectif, du ressenti, de la satisfaction, du bonheur en fait, qui laisse de côté les aspects collectifs et surtout les questions de patrimoine physique, environnemental, qui sont évidemment les questions presque les plus importantes aujourd'hui. Merci. Je vais poser une toute dernière question parce qu'elle est sympathique avant de clore ce webinaire. Si vous rencontriez une personne prise au hasard, comment est-ce que vous essayeriez de la convaincre d'adopter la sobriété et le rationnement? Malheureusement, j'adopterais un discours catastrophiste. C'est-à-dire, au lieu de lui dire... enfin, je ferai les deux. Dans un premier moment, je lui dirais, ça va être catastrophique, il faut absolument changer tout de suite. Et après, je lui dirais, regarde comme ça va être génial. Merci beaucoup. Merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Donc, pour tous... Merci à vous. Merci. Pour tous, vous pourrez retrouver les vidéos des webinaires sur le site onsadapte.fr. Et voilà, donc le prochain webinaire sera sur l'utilisation des minéraux et de l'énergie. Ce sera mercredi prochain à 18h30. Et vendredi prochain, on parlera démocratie et transition. Donc on espère vous voir de nouveau mercredi ou vendredi ou tous les mercredis, tous les vendredis si vous avez du temps, parce qu'on sait qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup d'autres choses à faire le soir pour le moment. Dominique, merci encore. Et voilà. Merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Merci. Je vous remets à tous l'adresse du site dans le chat si vous voulez suivre la suite. Et n'hésitez pas à suivre le compte Twitter et le compte Facebook pour être informé des prochains webinaires et prochains événements. Merci. Au revoir. Au revoir Charlotte, c'était super. Merci. Merci, au revoir Dominique.